Bien, bonjour, bonjour à tous. Merci de vous rendre disponible pour participer donc à ce webinaire consacré au sourcing technologique. Donc, on va vous présenter notre méthode, notre façon de travailler en matière de sourcing technologique. Donc, au travers à la fois d'aspects méthodologiques et d'illustrations sur des cas concrets. Donc la présentation devrait être relativement rapide. Donc n'hésitez pas à partager vos interrogations par le biais du chat, vos questions, même en cours de route. Et puis on y reviendra suite à la présentation. Voilà, on va démarrer. Hop. Donc Global Vision, donc un petit mot sur Global Vision pour ceux qui nous connaissent pas encore. Donc Global Vision est une société qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui travaille donc en ingénierie, en financement de projets innovants et recherche et développement d'une part, et également en intelligence technologique d'autre part. Donc une partie de notre activité consiste à collecter, analyser l'information scientifique, technique internationale pour aider les équipes R&D, les équipes innovation, voire les équipes commerciales dans leur démarche de développement. Voilà, une présentation rapide de la société. Donc, on est situé en métropole lilloise. Hein. Alors, donc on vous a proposé donc de vous présenter notre approche en matière de ce qu'on appelle nous donc du sourcing technologique, donc qui consiste à identifier au niveau international des solutions technologiques qui ont déjà été développées ou qui sont en cours de développement en réponse à des problématiques techniques, scientifiques ou technico-économiques que rencontrent les entreprises, notamment les entreprises industrielles dans le cadre de développement produit et de développement process. Donc ce que l'on constate, c'est effectivement la capacité pour une entreprise à regarder ailleurs, permet d'identifier de nouvelles solutions. Donc quand on dit ailleurs, ça peut être géographiquement, mais c'est surtout en termes de secteur d'activité ou de domaine scientifique et technique, être capable de faire des liens entre des solutions qui ont été développées par d'autres et ses propres problématiques. Donc permet d'accéder à un gisement de solutions potentielles très très important. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est pas simple à réaliser. Donc, on va vous expliquer comment nous on s'y prend pour y arriver. Alors, quelques prérequis quand même à bien intégrer avant de vous présenter la méthodo. D'abord, effectivement, ce phénomène de myopie technologique. On appelle ça comme ça chez nous, la myopie technologique. C'est quoi la myopie technologique? C'est simplement de constater que les équipes techniques voient très bien ce qui se passe chez elles, dans leur propre secteur d'activité hein, en général. On n'a pas grand-chose à leur apporter là-dessus. Par contre, ce qui se passe ailleurs, hein, encore une fois, dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs d'activité, évidemment, on le voit beaucoup moins bien, voire pas du tout. Et c'est effectivement dommage parce qu'il s'y passe plein de choses intéressantes, mais ça passe en dehors du champ de vision habituel des équipes. Donc on passe à côté de solutions, d'opportunités techniques intéressantes, juste parce qu'elles ne sont pas dans notre champ de vision habituel. Et ce champ de vision a, qui plus est, tendance à se réduire au fil du temps. Voilà. La spécialisation à outrance fait que le champ de vision se rétrécit et donc on passe de plus en plus à côté
d'opportunités ou de solutions techniques qui pourraient être pertinentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de myopie technologique. Autre prérequis, la richesse des solutions. Donc effectivement, je vous apprends peut-être rien là-dessus. C'est effectivement le fait que dans le monde entier, il y a des solutions qui sont développées, il y a des millions de brevets déposés, il y a des millions de publications scientifiques, il y a des millions d'ingénieurs et de chercheurs dans le monde. Donc tout ça génère un flux de solutions en permanence qui vient s'ajouter au stock déjà de solutions existantes. Donc il y a une richesse de solutions potentielles dans tous les domaines au niveau international qu'il faut savoir exploiter. La notion de transversalité, donc effectivement, être conscient que des solutions qui sont pertinentes pour vous n'appartiennent peut-être pas initialement à votre domaine ou à votre secteur d'activité. Donc, il faut être capable d'être flexible en termes technologiques et aller chercher des solutions dans d'autres domaines, parfois très éloignés de son point de départ, pour être capable d'identifier des solutions pertinentes. Plus on élargit le champ des possibles, évidemment, mécaniquement, mathématiquement, plus on considère de solutions potentielles. Hein. Donc les croisements entre cross-domain, comme disent les anglo-saxons, les croisements technologiques sont de plus en plus nombreux. Au sein d'un même produit, vous pouvez avoir 3 ou 4, 5 domaines technologiques différents qui sont associés. Donc cette notion de transversalité est centrale. Et puis aussi la capacité qu'on a aujourd'hui à de plus en plus, de mieux en mieux, exploiter l'information. Évidemment, avec tous les outils digitaux et les outils d'analyse d'informations qui sont à notre disposition, eh bien, on a une plus grande capacité à exploiter, analyser l'information scientifique et technique. Beaucoup de choses sont accessibles via le web, pas tout, on le verra, mais beaucoup de choses. Et des outils de plus en plus intelligents, de texte, notamment de text mining, nous permettent d'exploiter cette masse énorme d'informations de façon de plus en plus pertinente. Donc voilà pour les quelques prérequis indispensables à la compréhension de notre méthodologie. Alors la méthodo précisément, c'est une méthodo qui est en 4 étapes. On essaye de rendre ça le plus simple, le plus intelligible possible. Donc une démarche méthodologique en 4 étapes, avec une première étape qui est fondamentale d'étude et de compréhension de la problématique. Ensuite, une étape de ce qu'on appelle d'abstraction, une étape d'identification et une étape d'obtention. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode AIO, pour abstraction, identification et obtention. Donc on va voir en détail ces différentes étapes. Donc la première étape consiste, on va dire assez classiquement, à analyser le problème par le biais de techniques d'analyse fonctionnelle. Donc l'enjeu pour nous ici, c'est de se dégager le plus possible du contexte spécifique, particulier, technique ou technico-économique, pour revenir à un niveau fonctionnel et dégager là où les fonctions principales à remplir. Donc ça passe par des outils qui sont assez classiques, hein, on les a pas inventés ceux-là, d'analyse fonctionnelle de type Betacorn, Pieuvre ou QQCCP, hein, donc des techniques assez classiques, mais qui nous permettent d'établir un cahier des charges fonctionnel, en essayant encore une fois de se dégager du contexte technique très spécifique, sans l'oublier. Hein. Évidemment, on cherche des solutions à une problématique particulière,
Mais nous, on a besoin un petit peu de revenir à un niveau fonctionnel, et vous allez comprendre pourquoi. Donc pour illustrer le propos, tout de suite, on prend une problématique. Donc c'est une problématique réelle que l'on a traitée chez nous, qui nous sert régulièrement un peu de cas d'école. Donc comment on sépare des particules en suspension dans un liquide rapidement et en grande quantité sans dégrader les deux composants. Donc on l'a traduit comme ça, évidemment. Initialement, la problématique se posait pas en ces termes-là, mais on l'a un petit peu anonymisé. Et donc c'est voilà, typiquement le genre de question qui se pose à nous. Voilà, ici, comment séparer des particules en suspension dans un liquide rapidement en grande quantité sans dégrader les deux composants. Donc effectivement, on fait un travail d'analyse fonctionnelle, on essaye de comprendre quelles sont les fonctions principales, les fonctions contraintes, donc assez classiquement. Donc ici, un opérateur doit séparer deux composants qui sont en suspension dans un liquide. Donc, suite à ce travail de cahier des charges, on passe à effectivement une étape d'abstraction, on appelle ça une étape d'abstraction, donc avec une fonction de base, donc ici en l'occurrence séparée, très simplement. Et donc on va commencer à enrichir ce champ fonctionnel avec des fonctions qui sont d'abord des fonctions synonymes, donc des termes qui sont sémantiquement proches, et puis aussi des fonctions logiques avec différents outils méthodologiques. Alors ça se traduit comment? Alors, il y a un premier outil qu'on utilise très fréquemment chez nous, qu'on aime bien, qui s'appelle les Nine Windows. Alors c'est un outil qu'on n'a pas inventé, c'est un outil qui vient de la méthode TRIZ, pour ceux qui connaissent un petit peu la méthode TRIZ. Donc c'est un outil de contextualisation qui permet de se dégager de la problématique initiale en essayant de la replacer dans l'espace-temps. Cette problématique apparaît au niveau du système et en temps réel, et en se disant finalement je vais prendre un petit peu de recul par rapport à cette problématique, et je vais me dire finalement je peux agir sur cette problématique avant avec une démarche préventive, ou je peux agir après par du curatif. Donc ça, c'est dans le temps. Donc je peux agir avant et après, et je peux également agir au niveau de l'espace, au niveau du sursystème ou du sous-système. Donc ici, le système étant les deux particules, le sursystème étant le liquide avec les particules en suspension, et le sous-système pouvait en être les molécules ou les atomes des deux particules, par exemple. Donc ici, par cette méthode, je comprends que je peux agir sur cette problématique avant, après, au niveau du sursystème, au niveau du sous-système. Donc ça me permet déjà d'identifier d'autres fonctionnalités que simplement la fonctionnalité de départ qui est séparée. Ici, je peux avoir par exemple des fonctionnalités comme filtrer, contenir ou détacher, qui sont d'autres fonctions qui sont pas forcément proches sémantiquement de la fonction séparée, mais qui, dans le contexte de la problématique, peuvent m'intéresser. Donc, en l'occurrence ici, sur ma problématique de séparation, donc effectivement, j'ai ma fonction de démarrage qui est la fonction séparée. Donc, je commence très simplement par compléter avec des fonctions qui sont sémantiquement proches. Donc, on travaille en général en anglais, évidemment. Donc, je trouve des proches sémantiques, comme ici, disjoin, divide, split, decompose, part, qui sont, on va dire, sémantiquement proches de la fonction séparée. Alors pourquoi je cherche des proches sémantiques? C'est parce que notre recherche d'information se passe beaucoup sur des mots-clés. Il suffit que je me trompe dans mon mot-clé pour passer à côté de littérature qui pourrait m'intéresser, mais que je vais oublier parce que simplement dans tel ou tel publi, au lieu d'utiliser le mot separate, je vais utiliser le mot disjoin. Donc tout bêtement, en utilisant les bons mots-clés, déjà, ça me permet d'identifier la bonne littérature.
Donc je commence par ça, identifier les proches sémantiques, et puis ensuite je vais compléter mon champ logique avec d'autres fonctions qui sont pas proches sémantiquement du terme séparé, mais en l'occurrence qui m'intéressent quand même. Donc par exemple ici remove, filter, destroy, move, sort, bah, c'est pas des synonymes de separate, sauf que en l'occurrence ces fonctions-là m'intéressent aussi. Et puis je peux continuer la démarche, je dirais presque à l'infini. C'est-à-dire que remove, je vais également trouver des proches sémantiques, ici en l'occurrence transfert ou takeaway. Et puis je peux continuer comme ça à descendre autant que je le veux, hein, pratiquement. Donc la sorte, je vais trouver d'autres proches logiques comme identify ou categorize. Donc tout ça me permet d'avoir un champ fonctionnel beaucoup plus large, et donc de trouver beaucoup plus de solutions que simplement en utilisant le mot-clé separate. Donc sur la base de ces différentes fonctions logiques, derrière, je vais passer à l'étape d'identification, donc en interrogeant différentes sources d'informations. Donc on essaye chez Global Vision d'être le plus exhaustif possible en termes de sources d'informations, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de simplement analyser les brevets ou les publications scientifiques. On essaye d'être le plus complet possible. Donc évidemment, on analyse des brevets, on analyse des publications scientifiques, des thèses, le web, mais on va aussi prendre contact avec des laboratoires, des experts, on va identifier les projets en cours ou passés, des bases de données produits, la presse, contacter des organismes, etc., etc. Donc on essaye d'être le plus complet possible, et en étant complètement agnostique sur le plan technique. C'est-à-dire que ce soit des solutions chimiques, électroniques, ondulatoires, mécaniques, thermiques, biologiques, à la limite, peu importe, pourvu que ces solutions remplissent les fonctions que j'ai au préalablement identifiées. Donc effectivement, on va interroger ces différentes sources d'informations au travers de l'ensemble des fonctions que nous avons identifiées. Alors vous vous doutez bien que ces démarches-là ne sont pas séquentielles, hein, elles sont itératives. Le fait de chercher de l'information, d'identifier des solutions nous permet d'enrichir encore le champ fonctionnel. Donc c'est une approche qui est plutôt itérative. Donc ça nous permet de cartographier des familles de solutions avec voilà différentes typologies. Donc on aime bien utiliser des mind mapping qui nous permettent de cartographier les différentes solutions identifiées selon leur nature. Derrière, évidemment, ces solutions, elles sont pas dans la nature, hein, elles appartiennent à des acteurs. Que ce soit des solutions qui étaient développées par des laboratoires, des industriels, des startups, trois petits points. Mais ça nous permet évidemment d'identifier également les acteurs qui portent ces différentes solutions. Donc ici, en l'occurrence, sur mon exemple de séparation, bah, évidemment, j'ai trouvé des solutions qui s'apparentent, qui sont liées à la fonction de séparation. Hein. Donc j'ai des solutions de nature technique complètement différentes. J'ai des solutions de solubilité, des solutions qui se basent sur la densité, la gravité, des solutions de séparation magnétique, des solutions de marquage moléculaire, des solutions qui se basent sur l'affinité physico-chimique, des solutions de tri optique, des solutions acoustiques. Donc j'ai des solutions qui techniquement sont très très variées. Donc ça, c'est des solutions de séparation. Et puis, comme j'ai enrichi fonctionnellement mon approche, eh bien j'ai également des solutions de filtration qui, en l'occurrence, m'intéressent aussi. Et donc, je vais trouver des solutions de filtration chimique, des solutions membranaires, des solutions d'agrégation, donc que je n'aurais pas identifiées si simplement je me basais sur la fonction de séparation. Et donc là, j'arrive à enrichir le panel de solutions que j'arrive à identifier par mon approche fonctionnelle. Donc en l'occurrence, il y a que deux fonctions, mais
c'est valable également pour toutes les autres fonctions que j'avais identifiées. Et donc, du coup, en termes de résultats, donc ça nous permet d'identifier un panel de solutions. Alors, ce sont des solutions potentielles, hein, évidemment. Là, on est encore dans le potentiel, mais ça me permet d'identifier une variété de solutions, déjà une richesse de solutions beaucoup plus importante. J'ai pas une, deux, trois solutions potentielles. J'arrive avec potentiellement plusieurs dizaines de solutions, et surtout techniquement qui sont très différentes les unes des autres, hein. Donc vous avez des choses qui relèvent de la chimie, de la biologie, de l'optique. Voilà. Il y a des choses très variées. Et toutes ces solutions-là, finalement, bah, elles sont intéressantes, elles sont pertinentes potentiellement, et donc il faut que je les analyse. Donc c'est ensuite, donc une fois qu'on a identifié tout ce panel de solutions différentes, bah, ces solutions, évidemment, je vais les hiérarchiser parce qu'elles se valent pas toutes, hein, on est d'accord. Donc je vais les hiérarchiser en fonction, bah, par une analyse multicritère, hein, donc en fonction de critères qui sont sur la base de mon cahier des charges initial, hein. Donc qui sont donc les critères, ça peut être de la maturité technologique, ça peut être du coût, de la pertinence technique, de l'impact environnemental, etc., etc. Donc il peut y avoir une grande variété de critères, et donc je vais attribuer une note à ces différentes solutions pour ne retenir que une shortlist de solutions qui vraiment sur le papier répondent bien à la problématique. Mais vous doutez bien que si j'avais pas élargi initialement mon champ des possibles avec une grande variété de solutions, bah évidemment j'aurais pas identifié toutes ces solutions, et derrière j'aurais forcément des trous dans la raquette, et je pourrais pas sélectionner les solutions les plus pertinentes dans un panel beaucoup plus large. Donc j'ai identifié des solutions, je les ai sélectionnées, hiérarchisées, et ensuite qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est l'étape d'obtention. Comment je récupère ces différentes solutions? Bah, en fait, il y a différentes façons de le faire. La première étant simplement l'inspiration. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous inspirer d'une solution existante et d'essayer de la reproduire, de la transférer dans votre propre domaine, sans nécessairement que ça implique une relation avec un autre acteur. Donc le premier canal finalement d'obtention, c'est tout simplement l'inspiration. Le deuxième, ça peut être tout simplement une relation client-fournisseur, hein. Donc vous avez identifié une entreprise qui a développé une solution qui est commercialisable ou commercialisée, et bah, vous pouvez tout simplement l'acheter en rentrant en contact avec cet acteur. Ça peut être du co-développement, si effectivement la solution n'est pas commercialisable ou qu'elle est partiellement développée. Vous pouvez tout à fait engager une démarche de co-développement avec un acteur. Donc cet acteur, encore une fois, hein, ça peut être un laboratoire, ça peut être une entreprise industrielle, ça peut être une start-up, voilà, ça peut être éventuellement un inventeur individuel. Mais vous pouvez rentrer dans une démarche de co-développement si la solution n'est pas en tant que telle utilisable dans votre domaine. Et puis il y a du transfert technologique, donc plus rarement en fait, hein, c'est finalement assez rare, mais ça peut être de la licence de brevet, par exemple. Ça peut prendre ces formes-là, mais finalement ce sont des formes plus rares. Donc voilà différents modes d'obtention. Donc on a vu hein, l'exemple sur la séparation liquide-solide. Donc vous voyez le type de résultat qu'on peut obtenir sur nos différentes études de sourcing. On arrive à ces résultats-là, donc une variété, une richesse de solutions qui, sans ce type d'approche, alors
c'est notre méthodologie à nous, hein, donc on ne prétend pas avoir la méthode ultime, et qu'il peut évidemment avoir d'autres approches, mais en tout cas, c'est une approche méthodologique qui donne de bons résultats parce qu'on arrive à une richesse et une variété de solutions très importantes qui est juste impossible à obtenir par des approches plus classiques de résolution de problèmes ou d'expertise interne simple. Voilà, vous n'obtiendrez jamais une telle richesse de solutions simplement en réunissant, en faisant une réunion de travail entre ingénieurs. Voilà, vous ne pourrez pas obtenir ce type de résultat, c'est impossible. Donc, autre exemple, donc sur une problématique totalement différente de nettoyage de surface. C'est pareil, hein, c'est des problématiques qu'on peut avoir régulièrement. Donc ici, nettoyage de surface. Donc effectivement, hein, si on se réunit autour de la table entre nous, il n'y a pas de souci, on va en trouver des solutions qui nous viennent naturellement en tête. Sauf que c'est évidemment pas du tout suffisant. Et il existe beaucoup plus de solutions pour nettoyer une surface. Donc ici, vous voyez encore une fois la variété des solutions, des solutions acoustiques, des solutions mécaniques, électrostatiques, des lames d'air, des barres ionisantes, tout ce qui relève des matériaux ou de la chimie, hein, du traitement de surface, du CO2 supercritique, des solutions cryogéniques, des films, etc., etc. Donc il existe voilà, beaucoup de solutions pour nettoyer une surface. Évidemment, dans tout ce panel, bah, il serait quand même étonnant qu'il n'y en ait pas quelques-unes qui vraiment répondent plus directement au cahier des charges. Alors, ce type d'approche méthodologique, je pense que vous l'avez compris, donc ces démarches de sourcing qui sont des démarches qui associent créativité et technologie, hein, finalement, sont intéressantes dans plusieurs cas de figure. Elles sont pas forcément pertinentes tout le temps, hein. Il n'y a pas forcément besoin de passer par ce type d'approche sur tous les projets, hein. C'est évidemment pas le cas, mais sur certains projets euh, où on est dans des cas de figure bien particuliers. Premièrement, quand on cherche des variétés de solutions possibles, c'est-à-dire qu'on lance un projet et on se doute bien instinctivement que sur cette problématique, très probablement, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles. Simplement, on les a pas dans le radar, on les a pas identifiés, et donc il faut essayer d'être le plus exhaustif possible sur toutes ces solutions le plus tôt possible dans mon projet pour finalement augmenter les chances de succès et de partir sur les bonnes solutions tout de suite, plutôt que de se retrouver finalement dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire une impasse technique. Donc ça, effectivement, on a souvent ce cas-là où on cherche à développer un produit, un procédé. On est parti dans une certaine direction technique pour, au bout d'un certain temps, donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, de se rendre compte que c'était pas forcément la bonne voie technique. Et donc quelque part, il faut faire marche arrière et identifier de nouvelles voies pour sortir de cette impasse technique. Alors évidemment, on ne saurait trop vous conseiller de plutôt anticiper et de finalement se retrouver dans le premier cas de figure où je cherche d'emblée à avoir un panel de solutions à ma disposition, plutôt que de partir bien en tête sur une voie technique qui peut s'avérer ne pas être la bonne au bout d'un certain temps, avec tout le gâchis de temps et d'investissement associé à ça potentiellement. Et puis, il y a un troisième cas de figure qui peut être considéré, c'est tout simplement l'exploration de nouvelles voies, donc de façon plus prospective finalement, à la recherche de ruptures technologiques. Voilà, on passe en mode exploratoire. Quelles sont les différentes voies technologiques qui s'offrent à moi
et qui peuvent être autant d'opportunités pour de futurs projets. Voilà. Bon, quelques cas pêle-mêle d'études que l'on a réalisées sur ces dix dernières années. Donc effectivement, des solutions de nettoyage automatique, donc plusieurs sujets de ce type-là, des solutions de découpage industriel. Alors, ces démarches-là peuvent tout à fait aboutir à, par exemple, du dépôt de brevet. C'est un des livrables possibles de ce type d'approche, c'est que au final, cette démarche de créativité permet de reconcevoir des solutions et potentiellement de valoriser ça au travers de propriétés industrielles. Donc en l'occurrence, c'est le cas puisque on a pu avec le client déposer un brevet. Tout ce qui est simplification, automatisation de process, ça fonctionne très bien. Donc ici, une entreprise du luxe qui cherchait à améliorer une étape de découpe de peau. Donc voilà, cette approche a permis de résoudre rapidement la problématique. Ici, un projet qui consistait à développer un produit, un presse-agrumes automatique. Donc là aussi, ça a permis du dépôt de brevet. Donc, pour la petite histoire, ici, on est sur une problématique de petit électroménager finalement, et on s'est retrouvé en chirurgie, quoi. Donc la solution qui a inspiré le développement de la solution a été trouvée dans le domaine de la chirurgie. Donc voilà où on peut se retrouver, les liens complètement improbables qu'on peut faire techniquement. On se retrouve dans des domaines complètement aux antipodes de la problématique initiale. Alors des substituts de composants synthétiques, c'est des sujets évidemment qu'on a très régulièrement également. On cherche à trouver des alternatives de matériaux, très souvent des matériaux plus ou moins impactants sur le plan environnemental. Donc la méthode s'y prête également assez bien. Tout ce qui est amélioration de process, donc là par exemple on était sur une problématique de convoyage de produits textiles. Donc en l'occurrence le client avait fait appel à un bureau d'études assez réputé, mais qui avait tendance à leur proposer sans cesse la même solution en fait. Depuis un an, le projet était bloqué puisque on revenait toujours sur techniquement la même solution déclinée de différentes façons, mais technologiquement c'était la même solution. Et donc ils ont fait appel à nous, et en l'occurrence en quelques semaines, 6 semaines si ma mémoire est bonne, on a complètement débloqué le projet sur une nouvelle approche technique. Et donc ça a permis de débloquer un projet qui était bloqué depuis un an. Donc voilà, en ce qui nous concerne, donc cette approche méthodologique est, je dirais, valable dans tous les domaines. Bon, en ce qui nous concerne, on a quand même des spécialités ou de l'expérience dans certains domaines. Tout ce qui est notamment procédé industriel. Donc la méthode s'y prête particulièrement bien sur des problématiques de procédés industriels, un peu de tout, assemblage, réduction, détection, nettoyage de surface, convoyage, filtration, découpe, mise en forme, impression, voilà ce type de sujet. Tout ce qui est recyclage, valorisation, traitement, compression, broyage, etc. Des sujets qui ont attrait à l'énergie, énergie renouvelable, économie d'énergie, autonomie énergétique, tous des sujets qui ont attrait aux matériaux, évidemment,
traitement de surface, matériaux biodégradables, matériaux biosourcés, isolation, matériaux avancés, toutes les problématiques d'usines du futur, automatisation, personnalisation, gain en ergonomie, efficacité matière, efficacité énergétique, des sujets qui ont attrait au digital et également des sujets biotechnologie, donc voilà un petit peu les sujets qu'on a pu traiter par le passé sur ces 10 dernières années chez nos clients. Voilà pour la présentation. J'espère que ça a été clair. Écoutez, on est preneur de vos remarques, de vos questions. Alors vous pouvez intervenir par chat, par oral si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair déjà? J'espère. Bonjour, je vais prendre la parole. Édouard Messager de Hermès. Oui, c'était très clair, merci beaucoup. Et c'était pour savoir si on a une prestation qu'on aimerait réaliser avec vous, les moyens pour on vous contacte directement? Oui, oui, effectivement. D'accord. Vous pouvez nous solliciter. Alors effectivement, je n'ai pas parlé des aspects pratiques. Effectivement, donc bon, évidemment, vous pouvez nous solliciter pour nous soumettre un sujet. Donc le sujet, on va déjà bien le comprendre et pour s'assurer que on est en capacité de le traiter et que ce type de démarche est adapté. Donc c'est un premier point. Donc ensuite, évidemment, on vous fait une proposition. Le délai de réalisation de ce type d'études tourne aux alentours d'une dizaine de semaines. Donc ça prend quand même un petit peu de temps parce que bon voilà, il y a beaucoup de boulot. Hein, ça nécessite entre 100 et 200 heures de boulot quand même. Alors au niveau de la démarche d'études, ce qu'on aime bien faire, c'est des démarches itératives. Donc c'est-à-dire que voilà, on se dit pas, on se revoit dans 10 ou 15 semaines et on vous rend un rapport et puis vous débrouillez avec ça. C'est pas du tout notre façon de travailler. On fait des restitutions intermédiaires. Donc on fait 2 ou 3 restitutions intermédiaires pendant la durée de l'étude pour vous présenter ce qu'on a trouvé et que vous puissiez nous réorienter dans les directions qui vous intéressent le plus. Donc voilà, c'est des démarches itératives. D'accord. Et on fonctionne comme ça. C'est plutôt des approches très pragmatiques, assez flexibles, qui sont également très appréciées de la part de nos clients. Alors, j'ai pas cité les clients avec qui on travaille, mais sur ce type d'approche, on travaille avec certains grands noms de l'industrie, des gens comme Decathlon, Castorama, LVMH, Rio Tinto, Owens Corning, L'Oréal, voilà. On a quelques grands noms. Alors il y a des gens, il y a des PME aussi, hein, moins connus, mais on arrive à travailler avec des grands comptes, des entreprises renommées sur ce type d'approche. Ok, très clair. Les autres, est-ce que vous avez des interrogations? N'hésitez pas à intervenir. Bon, apparemment, pas de questions, pas d'autres questions. Bon, de toute façon, on est à votre disposition
pour d'autres questions. On vous sollicitera également pour avoir votre retour de satisfaction par rapport à ce webinaire. Alors, c'est une première pour nous. On n'est pas paradoxalement, on n'avait pas l'habitude de réaliser ce type de webinaire par le passé, donc c'est une première pour nous, en toute transparence. Donc on va vous solliciter pour avoir votre retour sur l'organisation, la qualité du webinaire, sa compréhension. Euh, voilà, on va revenir vers vous. Et puis, écoutez, on reste à votre disposition pour toute question en lien avec cette démarche de sourcing technologique. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible aussi d'avoir le support de présentation Oui, qui on sont va. envoyés aux participants? Ouais, ouais, tout à fait. On va vous envoyer le support sans problème, bien entendu. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y en a pas dans le chat. Donc, écoutez, je vous propose d'en rester là. C'est bien, on est dans les temps. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi, de bonnes vacances pour ceux qui en prennent prochainement. Et puis, écoutez, à très vite pour de nouveaux échanges. Merci beaucoup. Merci à Bon vous. après-midi. Merci, au revoir.